Ma femme a menti sur sa contraception et est tombée enceinte de son amant, alors je lui ai remis les papiers du divorce à sa baby shower, devant tout le monde. J'ai 33 ans, Émilie en a 31. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes mariés juste après avoir obtenu notre diplôme. Je pensais la connaître mieux que quiconque. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais rien vu venir. Pendant les 8 dernières années, nous avons été ce couple, celui que tout le monde voyait comme solide, stable et engagé. Je travaille dans la finance, je fais beaucoup d'heures pour nous assurer une vie confortable. Nous étions tous les deux d'accord pour attendre avant d'avoir des enfants, jusqu'à ce que nous nous sentions prêts, jusqu'à ce que le moment soit venu. Mais les années passaient, et il y avait toujours une raison pour laquelle ce n'était pas le bon moment. Au début, c'était logique. Nous étions jeunes, nous commencions nos carrières, nous voulions économiser pour une future maison. Mais avec le temps, j'ai commencé à sentir qu'Émilie repoussait sans cesse l'échéance. Puis, il y a quelques mois, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Comme ça. Elle lâche l'information nonchalamment pendant le petit déjeuner, comme si de rien n'était. Je me souviens l'avoir regardée, sans voix, car nous avions un accord, elle prenait la pilule. Je croyais que tu prenais la pilule, ai-je dit. Elle a à peine levé les yeux. Apparemment, elle n'a pas fonctionné. Son ton était plat, détaché, comme si elle lisait une liste de courses. Et peut-être que ce n'était rien, peut-être que j'aurais dû ignorer ça et lui faire confiance. Mais quelque chose dans sa façon de le dire. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment qu'elle me cachait quelque chose de plus. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait durant notre mariage. J'ai attendu qu'elle soit sous la douche un soir, j'ai pris son téléphone et j'ai commencé à fouiller. Je me disais que j'étais paranoïaque, que je ne trouverais rien et que nous en ririons plus tard. Mais je n'ai pas rien trouvé. J'ai trouvé une conversation avec un certain Adam, un de ses collègues. Des messages comme « J'ai hâte que ce bébé soit là pour qu'on n'ait plus à se cacher » et « Tu penses qu'il finira par comprendre ?» La voilà, la preuve. Non seulement elle me trompait, mais elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Et elle m'avait menti sur sa contraception pour le dissimuler. Je me suis senti figé, les yeux rivés sur l'écran, sachant que toute ma vie venait de partir en fumée. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. Croyez-moi, j'en avais envie. Mais j'avais besoin de temps pour réfléchir à ma prochaine action. Je n'allais pas me laisser abattre sans un plan. J'ai donc contacté un avocat le lendemain. Il m'a conseillé de garder le silence pour l'instant, de rassembler plus de preuves et d'attendre que tout soit en ordre. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai dû vivre dans la même maison en faisant semblant que tout allait bien. Elle souriait et se montrait douce, pensant probablement que j'avais gobé son petit mensonge. Mais derrière tout ça, je savais qui elle était vraiment. Pendant que je rassemblais des preuves, son arrogance a atteint des sommets. C'était comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. La première chose qu'elle a faite a été de commencer à siphonner notre compte épargne commun. Un jour, en me connectant, j'ai vu des transactions insensées, des centaines, parfois même des milliers d'euros dépensés en cadeaux pour des amis. Selon elle, c'était des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de baby shower, ou des choses qu'elle devait acheter pour sauver les apparences. Pourquoi puises-tu dans nos économies pour des cadeaux, lui ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas grave. Ce sont mes amis, ils s'attendent à ce que je sois là pour eux. Ce compte était pour les urgences, pour notre avenir, pas pour faire des folies pour ses amis. Mais quand j'ai insisté, elle m'a regardé comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Tu te comportes comme un radin, a-t-elle dit, cachant à peine son irritation. Je n'allais pas la laisser me vider les poches. J'ai donc déplacé les fonds sur un nouveau compte auquel elle n'avait pas accès. Je lui ai coupé les vivres. Elle a boudé, piqué une crise et m'a même traité de manipulateur, mais je n'ai pas cédé. Ensuite, elle a commencé à exiger que je prenne des congés pour rendre service à ses amis. Ça a commencé doucement. La voiture d'une amie est tombée en panne et elle m'a demandé de l'aider. Puis ça a empiré, elle voulait que je prenne des journées entières pour aider une amie à déménager ou aller chercher ses parents à l'aéroport. Quand je lui ai dit que je ne pouvais pas tout laisser tomber pour ses amis, elle a piqué une crise de colère, disant « Si tu tenais à moi, tu tiendrais aux gens qui comptent pour moi. » C'était sa logique. Si je disais non, c'est moi qui étais égoïste. Au bout d'un moment, je lui ai dit que si elle voulait un chauffeur pour ses amis, elle pouvait payer un VTC. Elle a boudé, bien sûr,
disant que j'étais trop concentré sur mon travail et que je ne me souciais pas d'elle. Je m'en fichais. Je n'allais pas me laisser manipuler pour sécher le travail pour ses amis. Quand elle a atteint le 3e mois de grossesse, elle a soudainement décidé qu'elle voulait une baby shower extravagante. Elle voulait louer une salle, mettre le paquet avec un traiteur, des décorations, tout le tralala. Quand j'ai suggéré de faire quelque chose de plus simple et modeste, peut-être même chez nous, elle m'a regardé comme si je l'avais insulté. Le père de mon enfant devrait vouloir que je me sente spécial, a-t-elle dit. Je suis resté calme et j'ai répondu, j'organiserai quelque chose de raisonnable, mais je ne vais pas dépenser des milliers d'euros juste pour impressionner les gens. Elle est partie en claquant la porte et m'a fait la tête le reste de la journée. Je savais que ce n'était pas vraiment pour le bébé ou pour se sentir spécial. Elle voulait juste se faire remarquer. Pendant ce temps, je continuais à éplucher ses messages, rassemblant toutes les captures d'écran possibles. L'avocat m'a aidé à préparer la demande de divorce, et quand la mère d'Emily m'a appelé pour me dire qu'elle organisait une baby shower surprise, j'ai su que ce serait le moment parfait. J'ai tout préparé avec mon avocat pour avoir les papiers du divorce prêts. Je n'allais pas partir en silence. Je voulais qu'elle affronte chaque personne à qui elle avait menti. Le jour de la fête est arrivé et j'étais sur les nerfs. Emily était radieuse, jouant sa petite comédie pour tout le monde, amis, famille, des gens qui nous connaissaient depuis des années. Sa mère avait tout décoré, loué une petite salle communale, fait appel à un traiteur. Emily savourait chaque instant. Quand l'huissier est entré avec les papiers, je lui ai fait signe de s'approcher. Emily a d'abord semblé confuse, puis elle est devenue blême en réalisant ce qui se passait. La pièce est devenue silencieuse alors que je m'approchais et disais, assez fort pour que tout le monde entende. Emily, je pense qu'il est temps que tout le monde sache la vérité. Les gens ont commencé à chuchoter, à regarder autour d'eux, et j'ai continué, sans la laisser m'interrompre. Je leur ai tout raconté, l'infidélité, la grossesse, les mensonges sur la contraception. Emily a essayé de m'arrêter, bégayant des excuses, mais je n'allais pas la laisser s'en tirer. Je lui ai tendu les papiers. Je demande le divorce et je ne veux rien avoir à faire avec tout ça, ai-je dit, la voix ferme. Elle a fondu en larmes, sanglotant devant tout le monde. Les amis et la famille avaient l'air choqués. Certains la réconfortaient, d'autres me foudroyaient du regard comme si j'avais perdu la tête. Mais je m'en fichais. J'avais dit ce que j'avais à dire. Après la baby shower, les choses sont devenues encore plus moches. Emily ne s'est pas laissée faire et n'a pas accepté la défaite. Elle a redoublé d'arrogance. La première chose qu'elle a faite a été d'exiger que je continue à payer pour sa voiture et d'autres dépenses, même pendant le divorce. Tu me dois bien ça, a-t-elle dit. Je suis enceinte et sur le point de devenir une mère célibataire. Je lui ai répondu par texto, je ne te dois rien. Débrouille-toi avec Adam. J'ai annulé son accès au compte joint et mis toutes les factures restantes à son nom. Elle a fait exploser mon téléphone de texto rageur, disant que je l'abandonnais, mais je n'allais plus financer son train de vie. Ensuite, elle s'en est prise à Max, notre chien. Elle a insisté sur le fait que, puisque je la quittais, elle devrait au moins le garder. Max avait toujours été mon chien. Je l'emmenais chez le vétérinaire, je payais sa nourriture, je le promenais tous les jours. Mais maintenant, soudainement, elle le voulait. Je lui ai dit non, bien sûr, et je lui ai rappelé que Max ne serait pas heureux dans un appartement minuscule. Elle s'en fichait. Elle a dit que je la laissais seule et qu'elle avait besoin de compagnie. Comme je ne cédais pas, elle a menacé d'aller au tribunal. J'ai rassemblé toutes les photos, les dossiers vétérinaires et les reçus, prêt à me battre pour Max si nécessaire. Finalement, elle a laissé tomber, réalisant qu'elle n'allait pas gagner. Et la cerise sur le gâteau, elle voulait que je présente des excuses publiques. Elle a dit que je l'avais humiliée devant tout le monde à la baby shower et que je lui devais de rétablir sa réputation. Elle voulait même que je publie quelque chose sur les réseaux sociaux, affirmant que j'avais surréagi et demandant pardon en son nom. Je lui ai dit non, catégoriquement. Tu as menti, tu as triché et tu as essayé de me piéger avec l'enfant d'un autre. Je ne te dois aucune excuse. Cela ne l'a pas empêché d'essayer de manipuler nos amis communs pour les rallier à sa cause. Elle les a appelés, déformant l'histoire, se présentant comme la victime d'un mari contrôlant qui ne pouvait pas gérer une petite erreur. Mais à ce stade, j'avais partagé toute l'histoire avec mes proches. Je ne cherchais pas à déclencher une guerre, mais je n'allais pas la laisser réécrire l'histoire non plus.
À chaque nouvelle demande ou menace, Émilie ne faisait que confirmer que la quitter était la meilleure décision que j'ai jamais prise. La procédure de divorce elle-même a été un désastre. Elle voulait une pension alimentaire, elle a essayé de faire valoir qu'elle méritait la maison puisqu'elle allait être mère célibataire, et elle a même demandé si j'étais prêt à participer aux dépenses pour le bébé. Mon avocat a géré la plupart des choses, mais j'ai été clair, elle n'obtiendrait pas un centime de plus que ce à quoi la loi lui donnait droit. Je savais qu'elle ne voulait la maison que parce que c'était quelque chose qu'elle pouvait contrôler, quelque chose qui symbolisait la stabilité dans son monde chaotique. Mais je n'ai pas cédé. J'avais travaillé trop dur, sacrifié trop de choses pour la laisser tout me prendre juste pour s'adapter à sa nouvelle vie avec Adam. Finalement, la paperasse a été finalisée et le tribunal a convenu qu'elle n'avait droit à rien de plus. Elle a eu quelques meubles, ses vêtements et un retour brutal à la réalité. J'ai gardé la maison, les économies et, surtout, ma santé mentale. C'était étrange de vivre seul au début, dans la maison qui était autrefois la nôtre, mais c'est rapidement devenu mon espace, mon sanctuaire. J'ai commencé à faire de petits changements dans la maison, remplacer les objets qu'elle avait choisis, repeindre les murs, déplacer les meubles. J'avais l'impression d'effacer les traces de sa présence, pièce par pièce. Max et moi nous sommes installés dans une nouvelle routine. Je l'emmenais pour de longues promenades, je me concentrais sur ma carrière et je reprenais contact avec mes amis et ma famille, des gens qui me connaissaient et qui tenaient à moi. J'ai réalisé à quel point je m'étais isolé, me pliant toujours en quatre pour Émilie, essayant toujours de la rendre heureuse alors même qu'elle en prenait de plus en plus. Environ un mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu et, bien sûr, c'était Émilie. Sa voix était tremblante, presque désespérée. Elle voulait parler, voir si on pouvait se rencontrer pour discuter. Elle a dit que la stabilité que nous avions lui manquait, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point ce serait difficile d'élever un enfant seul. « Pourquoi tu ne demandes pas à Adam ?» ai-je demandé, la voix calme. Il y a eu un silence au bout du fil, puis elle a admis, presque dans un murmure, qu'Adam l'avait quittée. Apparemment, dès qu'il a réalisé qu'elle n'aurait pas le soutien financier auquel elle était habituée, il a perdu tout intérêt. Elle était seule, avec un enfant en route, et sans véritable soutien. « Tu as fait tes choix, Émilie » ai-je dit. « Je ne suis plus ton filet de sécurité. » Elle a essayé de pleurer, de me culpabiliser, mais je n'étais pas dupe. J'avais passé assez de temps à me laisser manipuler, à me plier à sa volonté. Cette fois, j'ai raccroché. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais plus selon les attentes de quelqu'un d'autre. Je vivais enfin pour moi-même, faisant mes propres choix, construisant une vie que je voulais vraiment. J'ai renoué avec des amis, passé du temps avec ma famille, je me suis concentré sur mes propres objectifs. J'avais économisé pendant des années, reportant des projets, attendant le bon moment. Mais maintenant, plus rien ne me retenait. J'ai commencé à voyager, à explorer des endroits que j'avais toujours voulu visiter. J'ai emmené Max en randonnée, j'ai essayé de nouveaux passe-temps et j'ai redécouvert la personne que j'étais avant qu'Émilie n'entre dans ma vie. Quant à Émilie, elle est seule, vit dans un petit appartement et fait face aux conséquences de ses propres actions. Aux dernières nouvelles, Adam l'avait complètement ghosté et elle avait du mal à tout gérer, tout ce qu'elle pensait que quelqu'un d'autre ferait pour elle. En fin de compte, je suppose qu'on peut dire que je suis reconnaissant. Reconnaissant d'avoir appris la vérité, de ne pas avoir gâché plus de temps de ma vie avec quelqu'un qui me voyait comme une ressource plutôt que comme un partenaire. Je suis reconnaissant d'avoir enfin trouvé ma propre voie, même s'il a fallu ce genre de trahison pour la faire émerger. Voilà, c'est tout. Le mariage, la trahison, la baby shower. Je suis parti la tête haute, mon chien à mes côtés, et avec un nouveau respect pour moi-même. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que je ne ferai plus jamais l'erreur de tout donner à quelqu'un qui ne le mérite pas.